Bienvenue dans Secrets de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Obtenir son premier emploi, c'est souvent l'aboutissement de pas mal d'années d'études, un vrai moment de fierté. Ah oui, c'est une étape majeure. Et pourtant, juste après cette victoire, arrive une étape qui peut un peu paralyser. Parler argent. Le fameux sujet. Oui, on sait que décrocher le poste, c'est déjà énorme. Alors l'idée de négocier le salaire, pour beaucoup de débutants, ça ressemble à une montagne, voire un sujet tabou carrément. C'est vrai, il y a une vraie appréhension. C'est précisément ce moment délicat qu'on va essayer d'explorer ensemble aujourd'hui. Comment on aborde cette toute première négociation salariale? Oui, comment on s'y prend concrètement? Voilà. Pourquoi est-ce si déterminant dès le début? Et surtout, comment faire pour ne pas avoir l'impression de tout gâcher? L'enjeu, c'est de décoder un peu ce passage obligé. Tout à fait. Pour alimenter cette discussion, on s'est plongé dans pas mal de conseils carrière. Ils viennent de sites spécialisés qui s'adressent justement aux jeunes diplômés. Oui, Des noms comme l'Empire contre un taf, Espresso Jobs, Le Village des recruteurs, aussi VigiJobs ou encore Wild Code School. Ils cherchent tous un peu à éclairer ce chemin. d'accord. Et notre but ici, faut être hilaire, c'est pas de donner une recette miracle. Ça n'existe pas vraiment. Non, bien sûr. Il s'agit plutôt de décortiquer un peu les stratégies qui fonctionnent, de comprendre comment on peut évaluer sa propre valeur, ce qu'on apporte réellement, quoi. Et comment cette première discussion, elle pose les fondations d'une relation de travail saine. Mhm. Ce qu'il faut vraiment saisir, c'est que cette négociation initiale, même si elle semble porter sur quelques centaines d'euros, elle peut avoir un écho sur toute la trajectoire salariale future. C'est pas du tout anodin. C'est un point crucial, ça. Justement, pourquoi insister autant sur cette négociation dès le premier poste? Une idée forte qui ressort des lectures, c'est cet impact à long terme. Exactement. Ne pas négocier, c'est accepter un point de départ qui risque de conditionner les augmentations futures. Elles sont souvent calculées en pourcentage, non? Oui, tout à fait. C'est un peu comme choisir le premier barreau de son échelle de carrière, finalement. C'est une bonne image. Et une des sources va même jusqu'à parler d'actes fondateurs. Ah oui. Oui. La façon dont on aborde ou pas cette discussion, ça en dit long sur la perception de sa propre valeur. D'accord. Mais alors, si c'est si important, qu'est-ce qui bloque? On le sait bien, ces freins sont réels. Oh oui, Cette peur panique de voir l'offre s'envoler si on ose demander plus. le grand classique. Le fameux syndrome de l'imposteur version junior, j'ai rien prouvé encore. Mhm. Le manque d'infos fiables sur les salaires du marché aussi. Et puis ce rapport à l'argent qui est parfois compliqué, surtout en France où c'est moins ouvertement discuté qu'ailleurs peut-être. C'est vrai. Ces sentiments sont légitimes, surtout au début. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent être dépassés. Ah, Et le levier principal, le mot qui revient absolument partout dans les ressources qu'on a consultées, c'est la préparation. la préparation. Ok. C'est vraiment la clé de voûte. La toute première phase de cette préparation, c'est d'arriver à estimer sa propre valeur sur le marché. Attention, pas ce qu'on pense valoir subjectivement, Non. mais une estimation la plus objective possible. D'accord. Et comment on fait ça concrètement? Concrètement, ça veut dire se retrousser les manches et chercher de l'info. Alors oui, bien sûr, il y a les sites comparateurs de salaire type Glassdoor, Payscale, Indeed, Les plus connus. voilà. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Les études de rémunération publiées par les grands cabinets de recrutement, on pense à Hays, PageGroup, Robert Half, Randstad, ça donne des tendances. Par secteur, par région, c'est précieux. Mhm. Et puis, il y a une mine d'or souvent sous-exploitée, les réseaux d'anciens élèves. Ah oui, bonne idée. Discuter avec ceux qui sont passés par là récemment, ça peut donner des indications très, très précieuses et surtout réalistes. Analyser les offres similaires qui mentionnent une fourchette, c'est aussi un bon réflexe. Ok. Et là, attention à un piège classique. Lequel? Réduire sa valeur à son seul diplôme. C'est une erreur, surtout aujourd'hui. Ah, d'accord. Il faut apprendre à identifier et à valoriser tout le reste. Un stage où on a mené un projet concret, peut-être avec des résultats mesurables. Oui. Une alternance qui donne déjà une vraie expérience métier. La maîtrise d'un logiciel spécifique ou d'une compétence technique qui est rare et demandée sur le marché. Une langue étrangère? Une langue étrangère parlée couramment, bien sûr. Même des projets personnels ou associatifs qui démontrent des compétences transférables. Les fameuses soft skills. La capacité à apprendre vite, l'autonomie, l'esprit d'équipe. Tout ça compte. Exactement. C'est ce package de compétences et de potentiel qu'il faut savoir présenter.
Ce n'est pas juste un diplôme, c'est un ensemble de capacités et, quelque part, une promesse pour l'entreprise. Je vois. Une fois qu'on a une vision un peu plus claire de sa valeur et du marché, l'étape suivante, c'est de définir sa propre fourchette de salaire. Sa fourchette. Oui. Les conseils convergent souvent vers l'idée de fixer 3 points. Un plancher absolu, le minimum acceptable, en dessous duquel, l'offre perd de son intérêt. Le seuil critique. Voilà. Un objectif réaliste, basé sur les recherches, et puis un idéal, le chiffre qu'on viserait dans les meilleures conditions. Avoir ça en tête, ça donne une marge de manœuvre. C'est plus souple. Oui. D'ailleurs, présenter une fourchette au recruteur, dire quelque chose comme « Compte tenu de mes recherches et de mon profil, j'envisage une rémunération entre X et Y », c'est souvent bien perçu. Pourquoi? Parce que ça montre qu'on a réfléchi, qu'on est réaliste, mais aussi qu'on est ouvert à la discussion. On comprend que l'entreprise a ses propres contraintes. Ça évite le côté un peu buté d'un chiffre unique, quoi. Oui, le c'est ça ou rien. Exactement. Une source suggère même une marge possible de 200-300 € mensuels sur cette fourchette. Et, point très important, dès cette étape, il faut déjà penser au-delà du salaire fixe, le fameux package global. On y reviendra. D'accord. Donc, la préparation est essentielle. Ça, on l'a bien compris. Mais une fois qu'on est armé de toutes ces infos, la question qui brûle les lèvres de beaucoup de débutants, c'est quand? Ah, le timing. Quand est-ce qu'on aborde ce sujet potentiellement explosif sans faire de faux pas? C'est presque une danse délicate, non? C'est ça, une question de tact. Les sources sont assez unanimes sur le moment idéal. C'est généralement après avoir reçu une offre d'emploi ferme et écrite. Oui. Mais avant de l'avoir formellement acceptée. C'est logique en fait. Oui, parce qu'à ce stade, l'entreprise a montré qu'elle veut vraiment ce profil. Elle a investi du temps, le rapport de force est donc un peu plus équilibré. On n'est plus juste un candidat parmi d'autres. Exactement. C'est ça, Il y a aussi des signaux non envoyés par le recruteur qui peuvent ouvrir la porte. tout à fait. Si la discussion dévie sur les avantages, les conditions de travail, et si on commence à parler des projets concrets à venir, de la présentation à l'équipe. Ou des questions sur la disponibilité. Oui, des questions très précises sur la date de disponibilité, ce sont souvent des indicateurs que l'intérêt est fort. Ça arrive fréquemment lors du 2e, voire 3e entretien. D'accord. Et à l'inverse, quels sont les moments à éviter absolument? Alors là, il y en a plusieurs. Mettre le salaire sur la table dès le premier email ou dans les 5 premières minutes du premier entretien, Oups. c'est souvent rédhibitoire. Ça donne l'impression que seule la rémunération compte avant même de comprendre le poste. Logique. Négocier sans avoir une idée claire des missions et responsabilités, c'est aussi tirer un peu à l'aveugle. Attendre d'avoir le contrat finalisé sous les yeux, là, c'est trop tard. La marge est quasi nulle. C'est plié. Voilà. Et enfin, si on sent que le recruteur a encore des doutes sur la candidature, ce n'est évidemment pas le moment d'ajouter une demande financière. Il faut d'abord rassurer sur ses compétences. Bon, le choix du moment est donc crucial, mais le comment on en parle l'est tout autant, j'imagine. La posture, l'attitude. Absolument. La posture adoptée pendant la discussion est déterminante. Il faut trouver cet équilibre subtil. Être confiant, savoir ce qu'on vaut grâce à sa préparation, Oui. mais sans arrogance. L'humilité reste de mise, surtout pour un premier poste. Le maître mot, c'est professionnalisme. Professionnalisme. Il faut montrer qu'on est à l'écoute, qu'on cherche une solution gagnant-gagnant, une approche collaborative plutôt qu'une confrontation. C'est plus une construction de pont qu'une bataille, si on veut. J'aime bien l'image. La rigidité extrême, s'étend, point final, est aussi néfaste que de se dévaloriser. Bon, ok, je prends ce que vous me donnez. Oui, il faut éviter les deux extrêmes. Voilà. Et même si le cœur bat la chamade, rester calme est essentiel. Respirez un bon coup. Ok. Et pour l'argumentation elle-même, sur quoi on s'appuie? Eh bien, elle doit être bétonnée par la préparation, comme on disait. S'appuyer sur les données du marché, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ah bon? L'essentiel est de connecter ces chiffres à la valeur ajoutée spécifique qu'on peut apporter à cette entreprise pour ce poste précis. Traduire ces compétences en bénéfices concrets pour eux. En bénéfice concret pour l'employeur. Par exemple, face à l'objection classique du manque d'expérience, Oui. on peut répondre en mettant en avant un projet précis où on a développé une compétence X particulièrement pertinente pour la mission, ou souligner sa capacité d'apprentissage rapide démontrée lors d'une alternance. Si on maîtrise une technologie rare ou très demandée, il faut le dire. Mettre en avant ses atouts uniques. C'est ça. Certaines sources notent d'ailleurs qu'il est parfois judicieux d'adapter un peu son argumentaire à la culture de l'entreprise, si on a pu l'apercevoir pendant les entretiens. Intéressant.
Et une petite astuce pratique qui revient dans une des lectures, parler en salaire mensuel brut plutôt qu'annuel. Ah oui, pourquoi? Ça peut parfois désamorcer un peu la tension. Les chiffres paraissent moins vertigineux et ça peut rendre la conversation plus fluide, moins intimidante, surtout au début. C'est une bonne remarque, ça rend les choses plus concrètes. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, il faut absolument dépasser la seule obsession du salaire fixe. Ce fameux package global. Le voilà. Tout le monde en parle, mais qu'est-ce que ça recouvre vraiment et comment on s'en sert dans la négo? Les ressources insistent lourdement là-dessus, c'est l'ensemble de la rémunération qu'il faut considérer. C'est fondamental. Ça va bien au-delà du salaire net à la fin du mois, c'est ça? Ah oui, largement. Il y a les primes potentielles sur objectifs individuels ou collectifs, la participation aux bénéfices, l'intéressement. Il y a les avantages en nature ou sociaux, les tickets restaurants, une bonne mutuelle. Dont la prise en charge par l'employeur peut varier, attention. Oui, bon point. Le remboursement des transports, parfois une voiture, un téléphone. Et de plus en plus, les conditions de travail pèsent lourd dans la balance, non? Énormément. La flexibilité horaire, le nombre de jours de télétravail possible, ça, c'est devenu un critère majeur pour beaucoup. C'est clair. Les RTT, les jours de congés supplémentaires, l'accès à des formations certifiantes qui boostent l'employabilité, les perspectives d'évolution réelles et discutées, l'épargne salariale, Bref, tout un tas de choses. tout ça a une valeur soit directement financière, soit en termes de qualité de vie. Et c'est là qu'on peut trouver des marges de manœuvre intéressantes. Mais soyons francs, est-ce que mettre en avant tout ce package n'est pas parfois une façon pour l'employeur de faire passer une pilule un peu amère sur le salaire de base? C'est une crainte qu'on peut avoir. C'est une question légitime. Parfois, oui, certains avantages peuvent être utilisés pour compenser un fixe moins élevé. Mais ce n'est pas forcément un mauvais calcul pour le candidat. Ah oui, Si le package inclut, par exemple, une excellente mutuelle qui coûterait cher si on la prenait individuellement, ou une formation très prisée financée par l'entreprise, la valeur réelle peut être significative. il faut faire le calcul en fait. Exactement. L'important, c'est d'évaluer l'ensemble en fonction de ses propres priorités. Un jeune parent n'aura pas les mêmes attentes sur la flexibilité ou la mutuelle qu'un célibataire, qui vise une évolution rapide via des formations, par exemple. Chacun ses besoins. C'est ça. Les sources soulignent d'ailleurs que certains secteurs ou types d'entreprises mettent l'accent sur différents éléments. Dans la tech, par exemple, la formation continue et les outils de travail sont souvent des points clés de négociation. Savoir identifier ces leviers annexes et les négocier, c'est une vraie compétence. D'accord. Maintenant, abordons le scénario redouté. Malgré une bonne préparation, une approche constructive, l'employeur campe sur ses positions ou oppose un refus clair sur la demande salariale. Que faire? Aïe. Oui, il faut anticiper cette possibilité. Les arguments classiques face à un junior sont souvent « vous manquez d'expérience », Le classique. notre budget est limité pour ce poste, ou alors nous avons des grilles salariales internes très strictes. Comment on répond à ça? La clé est d'avoir préparé des contre-arguments ou des alternatives. Face au manque d'expérience, on peut réitérer sa capacité d'apprentissage rapide, sa maîtrise des outils récents, son adaptabilité, comme on disait. Rappeler ses points forts. Voilà. Si le budget est le vrai blocage, on peut être force de proposition, suggérer une prime conditionnée à l'atteinte d'objectifs précis et mesurables lors de la première année. Maman. Ou, point très important et souvent mentionné, demander une clause de révision salariale. C'est-à-dire? C'est un engagement écrit ou au moins discuté clairement à rediscuter du salaire à une échéance définie. Par exemple, à la fin de la période d'essai, ou après 6 mois, ou 1 an, une fois qu'on aura fait ses preuves concrètement. Ça montre qu'on est confiant. Exactement. Ça montre qu'on est confiant dans sa capacité à performer et qu'on est prêt à le prouver. Et si le non sur le salaire fixe est définitif, malgré tout ça? Surtout, ne pas le prendre personnellement. Et ne pas claquer la porte tout de suite, surtout si le poste et l'entreprise plaisent vraiment. Garder son calme? Oui, c'est le moment de réorienter la discussion vers les autres composantes du package. Est-ce qu'il y a une marge sur le nombre de jours de télétravail? Sur le financement d'une formation spécifique? Sur des jours de congés supplémentaires? Voir ce qui est négociable ailleurs. C'est ça. Il faut évaluer l'opportunité globale. Un premier poste très formateur, dans une bonne ambiance, avec des perspectives claires d'évolution, ça peut justifier un compromis salarial au départ. Mais attention, Oui. il faut que ces perspectives soient crédibles, discutées et si possible mentionnées quelque part. Une erreur commune pointée par certaines sources, c'est de se braquer sur le fixe et de passer à côté d'une excellente opportunité globale. Ou l'inverse. Ou à l'inverse, d'accepter un salaire bas sur de vagues promesses d'évolution qui ne se concrétisent jamais. D'accord. Bon, imaginons qu'on arrive à un terrain d'entente, que ce soit sur le salaire ou sur un mix avec d'autres avantages. La discussion se termine bien, tout le monde est content. C'est fini. Presque.
Pas tout à fait. Il reste une étape administrative, mais absolument cruciale, la finalisation écrite. Ah oui, le papier. C'est un point sur lequel toutes les sources insistent. Il faut obtenir une confirmation écrite qui récapitule tous les détails de l'accord. Tout. C'est-à-dire? Le salaire brut de base, annuel et tout mensuel, le détail des primes, comment elles sont calculées, quand elles sont versées, la liste précise des avantages, mutuelles, transport, tickets resto, les conditions spécifiques négociées, jours de télétravail, flexibilité horaire et surtout, toute mention d'une clause de révision future avec son échéance. Pourquoi c'est si important? Simplement pour éviter tout malentendu ou mauvaise surprise plus tard. Les paroles s'envolent, les écrits restent. L'adage est particulièrement vrai ici. Ça sécurise l'accord pour les deux parties. C'est une preuve. C'est une sécurité. Et au-delà de sécuriser l'accord présent, cette étape de finalisation, ça peut aussi être l'occasion de se projeter un peu, non? Tout à fait. Sans rouvrir la négociation, bien sûr. Non. On peut évoquer sereinement les prochaines étapes. Quels seront les critères d'évaluation de la performance? Quel est le calendrier habituel des entretiens annuels et des discussions salariales dans l'entreprise? Poser ces questions, ça montre qu'on s'inscrit dans la durée et qu'on aborde sa carrière de façon professionnelle. Exactement. Si on devait synthétiser les messages clés qui émergent de toutes ces ressources pour réussir cette première négociation, je retiendrais, primo, l'importance absolument capitale de la préparation. Le base. Connaître le marché, connaître sa valeur unique, définir ses attentes. Deuxio, le timing, choisir le bon moment pour ouvrir la discussion. Crucial. Tertio, l'argumentation, la baser sur la valeur ajoutée concrète, pas juste sur un souhait. 4e, la flexibilité. Penser package global et être prêt à discuter de tous les éléments. Ne pas être bloqué sur le fixe. Voilà. Et enfin, 5 points. La formalisation. Toujours obtenir un accord réécrit détaillé. Ça me semble être les points essentiels. C'est très clair. Et peut-être le message le plus important qui traverse toutes ces lectures, c'est de dédramatiser en fait. Ah oui, complètement. Négocier son premier salaire, ce n'est pas déclarer la guerre ou essayer d'arnaquer l'employeur. Quand c'est fait avec préparation, respect et professionnalisme, c'est perçu comme un signe de maturité. C'est même valorisé. C'est une discussion constructive entre deux parties qui cherchent un accord équilibré. C'est une compétence essentielle qui s'apprend et qui servira toute la vie professionnelle. Mieux vaut oser demander de manière informée et posée, Oui. plutôt que de ruminer des regrets pendant des mois en se disant « Ah, j'aurais dû ». Tellement vrai. Absolument. Et pour ouvrir une dernière piste de réflexion, une question intéressante se dégage un peu en filigrane de tout ça. Je vous écoute. Au-delà de l'argent gagné ou non immédiatement, comment cette toute première expérience de négociation, qu'on la vive comme un succès, un échec ou quelque chose entre les deux, comment est-ce qu'elle façonne notre propre perception de notre valeur sur le long terme? Intéressant comme question. Quel impact est-ce que ça a sur la confiance en soi, pour aborder les futures discussions salariales, mais aussi plus largement, pour s'affirmer professionnellement, pour oser prendre sa place dans les années à venir? L'impact psychologique en quelque sorte. C'est ça. C'est peut-être là que se joue l'effet le plus profond de ce fameux acte fondateur dont on parlait au début. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.